Soyez les bienvenus dans Économie le Mag sur i24 News. Voici les titres de cette édition. Et une édition spéciale aujourd'hui, spéciale Iran, avancée historique pour Washington, erreur historique selon Jérusalem. Une chose est sûre, l'accord signé dans la nuit de samedi à dimanche entre l'Iran et les 6 grandes puissances internationales semble être en mesure de changer la donne. Donne géopolitique, donne géoéconomique aussi. Coup de projecteur dans un instant sur le volet économique de l'accord de Genève avec un spécialiste de l'IRIS, Thierry Coville. Et puis on reparlera de l'Iran dans la revue de presse avec Jonas Citruc, avec, vous le verrez, de bonnes nouvelles pour les entreprises françaises et notamment dans le domaine de l'industrie. Elles vont pouvoir revenir en Iran grâce donc visiblement à cet accord. Rendez-vous en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. D'abord l'essentiel de l'actualité économique du jour et à la une aujourd'hui la décision du gouvernement égyptien de réduire à compter de l'an prochain une partie de ses aides publiques avec le risque d'aggraver les tensions politiques et économiques puisque sont concernées notamment les subventions sur l'énergie dont l'essence grâce auxquelles on le sait sont maintenus des prix très bas à la pompe. Or tout cela avait un prix, 20% du budget de l'État selon le Premier ministre. En parallèle, le Caire prévoit aussi un vaste plan de relance de l'économie par l'investissement public. Il doit être initié avant les prochaines élections générales prévues début 2014. Ce n'est pas tenable, toutes ces subventions auxquelles nous sommes engagés. Jusqu'à présent, le niveau était déjà élevé et il est encore en augmentation. Nous devons nous y attaquer à bras-le-corps et prendre des décisions drastiques. Nous n'allons pas toucher aux subventions pour la nourriture, mais uniquement à celles qui concernent l'énergie. Et cela ne devrait pas affecter les couches les plus pauvres de la population. Voilà, et selon le Premier ministre égyptien, l'instabilité politique chronique en Égypte fait perdre au pays l'équivalent de 20 milliards de dollars par an en manque à gagner dans les secteurs du tourisme et des investissements étrangers. L'économie japonaise va dans le bon sens, l'optimisme est de mise du côté de la Banque centrale du Japon. Ce lundi, son gouverneur Haruhiko Kuroda a jugé que l'économie nippone suivait le mouvement de reprise espéré suite à la politique d'assouplissement monétaire initiée en avril dernier. Environ 500 milliards d'euros injectés chaque année. La Banque centrale qui reconnaît qu'il y a encore beaucoup de chemin à accomplir avant d'atteindre l'objectif d'inflation annuelle très ambitieux de 2%, dans un contexte, on le rappelle, de déflation depuis 15 ans maintenant. Alors signe encourageant, en septembre, les prix à la consommation pour les produits non périssables ont progressé de 0,7% sur un an. Une inflation à 2% qui permettrait, selon Tokyo, de relancer enfin l'emprunt et donc l'investissement et la consommation. Optimisme au Japon, pessimisme ou tout du moins inquiétude en Grèce. Pour le Fonds monétaire international, le redressement économique amorcé par Athènes est fragile. Poul Thomsen, vous le voyez, le directeur adjoint du département européen du FMI, appelle ni plus ni moins à de nouvelles coupes budgétaires ciblées dans les 2 ans. Pour l'homme clé de la Troïka des créanciers de la Grèce, l'austérité reste la condition pour un redressement. La Grèce toujours en cure intensive de rigueur, en était à sa 6e année de récession. Il y a 2 jours, le Premier ministre grec Antonis Samaras affirmait que son pays entrevoyait enfin la lumière au bout du tunnel. Athènes a présenté jeudi son budget 2014 qui table sur un léger retour de la croissance à plus 0,6% après une contraction de moins 4% en 2013. Autre pays européen durement touché par la crise, c'est l'Espagne. L'Espagne elle aussi en mode rigueur malgré une timide sortie de récession au 3e trimestre. Et c'est justement pour dénoncer cette austérité que vous le voyez, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues hier à l'appel notamment des syndicats. Catalogne, Andalousie, un seul mot d'ordre, non aux coupes, non aux budgets antisociaux du gouvernement conservateur. Pour eux, les coupes budgétaires aggravent la situation d'un pays déjà plombé, on le sait, par un taux de chômage à 26%. Il y a plus de pauvreté, plus de coûts budgétaires dans l'éducation et la santé. Et surtout, il y a moins de liberté. Donc dans l'ensemble, cela a empiré pour toutes les catégories sociales. Et enfin, on salue une nouvelle venue dans l'univers des agences de notation internationale, Deluxe Rating. Et comme son nom l'indique, elle est dédiée aux entreprises de luxe. Son ambition, offrir un outil de mesure sur des critères tant financiers qu'extra-financiers, comme la créativité, l'originalité, l'image de marque ou même le savoir-faire. Une grande première et beaucoup d'enseignes prestigieuses dans le collimateur. Gucci, Vuitton, Prada pour cette initiative, fruit d'une alliance entre le cabinet de conseil Centre du luxe et de la création et l'agence de publicité Grey Paris. Lancement prévu à l'occasion du 12e sommet du luxe qui s'ouvre aujourd'hui à Paris.
Il avait été élu pour desserrer l'étau des sanctions internationales contre son pays. Rien d'étonnant à voir Hassan Rouhani crier victoire hier après l'annonce d'un accord entre Téhéran et les grandes puissances autour de l'inextricable dossier du nucléaire iranien. Alors pourquoi ce compromis est-il perçu comme un succès du côté perse? Cette joie manifeste est-elle savamment exagérée ou tout simplement authentique? Avant de nous plonger dans les détails des enjeux économiques de cet accord avec Thierry Coville, tour d'horizon de ce marchandage historique pour beaucoup et qui fait tant parler de lui avec cette analyse. 10 ans de tension pour finalement parvenir à un accord historique. Un accord intermédiaire pour 6 mois qui prévoit que l'Iran arrête d'enrichir de l'uranium au-delà de 5% et renonce à installer de nouvelles centrifugeuses. Autre promesse de Téhéran, suspendre les travaux sur le réacteur à eau lourde d'Arak, particulièrement controversé. Après des années de blocage, l'accord de Genève que nous venons de signer sur le nucléaire iranien est une avancée importante pour la sécurité et pour la paix. Cet accord confirme le droit de l'Iran à l'énergie nucléaire civile, mais il exclut totalement la possibilité d'accès au nucléaire militaire. En contrepartie, Téhéran obtient une levée limitée des sanctions imposées à son économie. De notre côté, les États-Unis et leurs amis et alliés se sont mis d'accord pour accorder à l'Iran un allègement modeste des sanctions, tout en continuant à appliquer les plus sévères. Nous n'imposerons pas de nouvelles sanctions et nous autoriserons le gouvernement iranien à accéder à une partie des revenus auxquels il n'avait plus droit en raison des sanctions. Mais la plupart des sanctions vont rester en vigueur et si l'Iran ne respecte pas totalement ses engagements pendant cette période de 6 mois, nous mettrons un terme à l'allègement des sanctions et remettrons la pression nécessaire. Téhéran pourra donc à nouveau exporter le pétrole qu'il ne parvenait pas à vendre, de l'or et des pièces automobiles pour un total de 5,8 milliards de dollars. Une bouffée d'air frais pour le pays qui, selon des estimations américaines, perdrait 5 milliards de dollars chaque mois. Et pour bon nombre d'experts, le soulagement du président iranien trahit l'influence néfaste de ces sanctions sur son régime. Les puissances internationales ont annoncé qu'avec la conclusion de ces négociations complètes, qui commenceront immédiatement dès aujourd'hui, et quand l'accord complet sera atteint, toutes les sanctions seront levées. Les sanctions des Nations Unies, les sanctions unilatérales par l'Union européenne et les États-Unis. Alors quelle marge de manœuvre reste-t-il aujourd'hui aux grandes puissances ? La levée totale des sanctions changerait considérablement la donne économique côté iranien. À commencer par les quelques 100 milliards de dollars d'avoirs de Téhéran, toujours en grande partie inaccessibles. Les pays occidentaux ont annoncé que cette levée des sanctions ne se fera pas du jour au lendemain, mais ils lèveront les sanctions sur l'or par exemple. Bien, ils accorderont l'accès aux avoirs de l'Iran bloqués en Inde et en Chine. Cela aura un impact. Ça aidera le gouvernement pour certains projets et dans l'ensemble, je pense que c'est une très bonne affaire. Une très bonne affaire, d'autant plus qu'une détente entre Washington et Téhéran pourrait à terme ouvrir le marché iranien, 80 millions d'individus, aux investisseurs américains. Et ces derniers ne se feront sans doute pas prier en ces temps de crise. Et en tout cas, des sentiments positifs en Iran. Le rial, la monnaie iranienne, reflète cet optimisme. Plus 3% hier face au dollar, dans la foulée de l'annonce de l'accord. Alors, ce qu'il faut dire tout de même, c'est que les modalités de ce fameux accord, elles restent floues. Elles sont souvent conditionnelles. En témoignent d'ailleurs les divergences d'interprétation entre Washington et Téhéran. On va tenter d'y voir plus clair. Les sanctions ont-elles eu l'impact espéré sur l'économie iranienne? Thierry Coville est en ligne avec nous depuis Paris, économiste, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran. Bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Alors difficile de ne pas déborder sur le politique, mais pour commencer, côté iranien, est-ce que c'est vraiment l'aspect économique, vous pensez, qui a poussé les dirigeants à conclure cet accord? Est-ce que, comme on l'a entendu, le régime était réellement menacé par les effets de ces sanctions, les effets d'une prétendue crise économique? Alors si vous voulez, c'est vrai que les sanctions ont un impact sur l'économie iranienne. On sait que les exportations de pétrole de l'Iran ont diminué de 50%. On sait qu'il est très difficile pour des importateurs iraniens d'importer des équipements, donc ça pèse sur la production des entreprises. Il ne faut pas non plus surestimer, c'est-à-dire que l'Iran exporte encore la moitié de son pétrole. Il y a les exportations non pétrolières qui ont augmenté à 40 milliards de dollars ces dernières années. L'Iran exporte de plus en plus dans la région.
Donc l'économie souffre, mais bon, je crois qu'il ne faut pas non plus surestimer qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu dans les évolutions de la politique étrangère iranienne. Alors, pour parler de l'économie iranienne, on sait que l'un des principaux soucis de son économie, en tout cas visiblement, c'est l'inflation galopante. Le FMI indique de très fortes chutes l'an dernier des exportations et des importations. Quel état dressez-vous, vous, de cette économie iranienne ? Alors, comme je vous l'ai dit, d'après même les chiffres officiels, le système statistique relativement développé en Iran, sur la Banque centrale, l'inflation a atteint 50% pour les produits alimentaires, on est même un peu plus, c'est énorme. D'après les autorités iraniennes, il y a une récession de 5% en 2012. Le taux de chômage est officiellement autour de 12-14%, est sans doute beaucoup plus élevé. La monnaie a fortement baissé depuis, s'est carrément effondrée depuis 2011, même si elle est repartie à la hausse depuis l'élection de Rouhani. Donc oui, on a des indicateurs économiques très très mauvais en Iran, sur le plan macroéconomique. Et le retour des investissements étrangers, c'est une priorité, selon vous ? Ah oui, tout à fait. Mais c'est notamment une priorité pour les autorités iraniennes pour le secteur de l'énergie. D'ailleurs, ça fait depuis l'élection de Rouhani, le ministre du pétrole, Zanganeh, a carrément appelé aux investissements étrangers dans le secteur de l'énergie et même dit carrément qu'il souhaitait des investissements d'entreprises américaines. Donc c'est officiel. Alors concernant les effets pervers des sanctions, outre les progrès énormes de l'Iran, on l'a vu en matière de nucléaire, est-ce que les États-Unis n'ont pas craint aussi peut-être de voir des pays comme la Chine ou comme l'Inde profiter à long terme de l'énergie iranienne et à des tarifs concurrentiels ? Oui, d'ailleurs on voit, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas non plus surestimer l'impact des sanctions, dans le sens où l'Iran, l'économie iranienne aurait pu continuer longtemps comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement les premiers acheteurs actuellement du pétrole iranien, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est même la Corée du Sud. On a également les produits chinois, les produits indiens qui sont sur le marché iranien. Donc il y a eu une réorientation de l'Iran vers ses partenaires asiatiques. Et donc c'est sûr, il peut y avoir une crainte, notamment des pays européens, d'être s'écarter du marché. On précise, 40 milliards de dollars, c'est le volume d'échanges estimé des échanges bilatéraux entre Pékin et Téhéran. Il y a peut-être aussi une volonté de Washington de bloquer la Russie, qui conserve, on sait, un quasi-monopole sur les livraisons d'énergie vers l'Europe. Ça peut rentrer en ligne de compte. Excusez-moi, j'ai mal entendu votre question. Alors, concernant la Russie qui conserve un quasi-monopole sur les livraisons d'énergie vers l'Europe, ça aussi, ça a peut-être poussé Washington à cet accord aussi. C'est plutôt aux Européens qu'il faudrait poser la question, parce que, comme vous le devez le savoir, il y a une grosse dépendance des importations d'énergie, que ce soit pétrole ou gaz, de l'Europe vis-à-vis de la Russie. Et donc, sur le plan stratégique, ce serait important pour l'Europe de diversifier ses ressources énergétiques et d'importer éventuellement du gaz naturel d'Iran, c'est clair. Et en tout cas, la donne pourrait vraiment changer, vous pensez, en cas d'accord définitif dans 6 mois, avec une levée beaucoup plus large à ce moment-là des sanctions. C'est ça qu'on attend tout de même à Téhéran ? On pense aux avoirs gelés. Excusez-moi, le son est assez mauvais, j'entends mal. Oui, je vous en prie. La donne pourrait changer, selon vous, en cas d'accord définitif dans 6 mois, avec une levée plus large des sanctions. C'est ce qu'on attend peut-être à Téhéran aussi. Oui, d'ailleurs, il faut noter que le gouvernement iranien reste très prudent en ce qui concerne ses prévisions macroéconomiques. Ils ont intégré une levée relativement graduelle des sanctions pour l'année en cours. Et effectivement, si tout va bien, ils attendent une levée plus importante des sanctions. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a pas mal d'entreprises étrangères qui ont déjà commencé à prospecter sur le marché iranien. En tout cas, on voit beaucoup de motivation d'ordre économique pour cet accord sur le nucléaire iranien. Merci Thierry Coville d'avoir été avec nous. Et on passe maintenant au Media Watch. Et si tout cela n'était qu'une affaire de business pour Washington et pour les Occidentaux, alors qu'à Jérusalem, l'accord sur le nucléaire iranien inquiète, il semble faire des heureux du côté des grandes entreprises françaises. C'est la presse qui le dit. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour. Alors est-ce qu'on peut parler d'une mission reconquête pour certaines entreprises françaises, reconquête du vaste marché iranien, 80 millions d'habitants? Oui, on peut en parler. C'est un article en tout cas de l'Opinion qui le dit. Les entreprises françaises vont pouvoir partir à la reconquête du marché iranien puisque ces dernières années, la France avait dissuadé ses ressortissants de faire des affaires avec l'Iran, ce qui avait eu un impact plutôt négatif à la fois sur les investissements directs, 149 millions d'euros en 2012, mais aussi sur les exportations françaises vers l'Iran. Elles s'élevaient à 2 milliards d'euros en 2005 et depuis elles ont diminué, chuté même de 70%. Et concrètement, comment la France va-t-elle s'y prendre ? Alors la première étape pour la France, c'est de réinstaller un attaché économique et commercial dans son ambassade de Téhéran. Il n'y en avait plus donc depuis 2011 et ensuite
les entreprises françaises qui avaient dû quitter le pays pourront revenir de façon plutôt progressive. Et concrètement, de quelles entreprises s'agit-il? Est-ce que vous avez des noms? Alors il y a par exemple Total, le groupe pétrolier a annoncé être prêt à retourner en Iran dès que cela sera possible. Pareil pour le constructeur automobile Renault, dont les ventes de la Logan et de la Mégane ont été divisées par 3, donc des modèles qui étaient en grande partie assemblés en Iran. Le groupe avait même dû provisionner plus de 500 millions d'euros pour anticiper cette perte. Et quid du concurrent de Renault, Peugeot? On sait que Peugeot qui importait énormément de pièces détachées en Iran. Oui, alors pour Peugeot, ça risque d'être beaucoup plus compliqué de revenir en Iran, puisque après avoir été présent pendant 35 ans et avoir décroché jusqu'à 30% des parts de marché, le groupe avait brusquement quitté le pays en février 2012, probablement sous la pression de son partenaire américain General Motors. Allez, on change de sujet, Johanna, on passe aux consoles de jeux vidéo avec, comme par hasard, juste après la PS4, la sortie de la nouvelle Xbox et déjà des ventes records, paraît-il. Oui, c'est un article du Guardian. Après Sony et la PS4, la PlayStation 4 la semaine dernière, c'est au tour de Microsoft de battre des records de vente avec sa nouvelle console, la Xbox One. Là encore, plus d'1 million d'exemplaires se sont écoulés en seulement 24 heures de commercialisation. Donc la nouvelle Xbox sur des bases est disponible. Très élevées. Merci Johanna et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous et rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro d'Économie de Max sur i24 News.